Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui devrait se suffire à lui-même, du silence au non-dit, piège et richesse de l'implicite, en précisant que selon ma fâcheuse habitude, la communication écrite est 2 fois plus longue que le petit résumé que je vous en fais, mais nous aurons tout le temps d'en discuter, je l'espère, tout à l'heure. Vous voulez que je répète ? Toute parole s'ancre dans le silence. On oublie souvent que le silence est premier, comme le néant précède toute forme d'existence. Depuis mon enfance, j'ai été baigné dans cette sagesse dite universelle. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Alors je me suis donc beaucoup tu et j'ai beaucoup écrit. Ce n'est pas une solution. Il y a des silences résignés et des silences complices. Celui des chasseurs et celui des agneaux. Dans notre époque vouée à la transparence, le silence n'a plus la sagesse de la méditation, ni la beauté du loup de Vigny. J'ai donc dû m'acclimater à tous ces silences et y trouver ma voie de mots. Mes guides dans la matière ont été les 2 déesses romaines qui président au silence, Angérone et Tacita. Angérone est le silence imposé. Elle protégeait le nom secret de Rome que nul ne pouvait divulguer de peur qu'un assiégeant ne cherche à la fléchir en l'invoquant. Le silence du secret est redoutable. Pour le linguiste, Angérone est de la même famille qu'Angorès, les angoisses, et que l'angine qui frappe à la gorge. C'est le silence de toutes les censures, des sociétés secrètes, l'Harpocrate au doigt sur la bouche menaçant le traître de sanglantes représailles. Un silence lourd de mots avortés et de gestes bavards, comme le noir additionne et absorbe les couleurs. A l'inverse, Tacita, que Plutarque classe parmi les muses, et qui réservait ses révélations à Numa Pompilius, est pour moi l'inspiratrice, le silence d'où naît la vraie parole, celle des 9 autres muses. C'est le silence fondateur, le creux néant musicien de Mallarmé, appel d'air du néant à l'infini. Il ne passe pas par les mots, mais il les contient tous, comme le blanc contient toutes les couleurs. C'est le silence des connaissances inouïes qui ne peuvent s'écrire et qui ont inspiré tant de livres muets jusqu'à l'Évangile selon le silence de Krijanovski. Si le silence d'Angérone dissimule, celui de Tacita révèle. Voilà pourquoi nous continuons à écrire. Ce silence d'au-delà de la parole est celui des poètes et des mystiques, celui de sœur Ludegarde, qui ne prononça plus un seul mot après ses visions, celui de Rimbaud, qui, arrivé à l'inconnu, finit par perdre l'intelligence de ses visions. Pour le romancier que je suis, le silence fondateur est tout aussi important. D'abord parce que tout récit s'inscrit entre 2 silences, celui qui précède le premier mot et celui qui suit le point final. Celui d'avant l'histoire est pour moi celui d'Angérone. Il est lourd d'événements antérieurs au récit que le romancier ne peut expliciter sans tomber dans la lourdeur. Un mot suffit parfois à les évoquer dans la tête du lecteur. Lorsqu'une nouvelle de notre consoeur Corinne Hooks commence par « Mademoiselle Lust avait accepté », on sait qu'elle a reçu une proposition. Celui d'après le récit appartient à Tacita. Il prolonge l'histoire dans un univers qui échappe au langage et qui appartient au lecteur. Lorsque, par exemple, Michel Lambert finit un roman par 2 questions sans réponse, il sait que le récit continue ailleurs et sans lui. Le silence de Tacita est fécond, mais échappe au romancier. Voilà pourquoi mes 2 silences m'ont appris à parler. Ce sont les pôles d'un même axe sur lequel la parole devient possible, où elle s'engendre, se développe et meurt. Mon travail de romancier passe par les mots. Je l'ai toujours conçu comme un curseur à déplacer sur cet axe, le plus loin possible d'Angérone, car on doit pouvoir tout dire, et le plus près possible de Tacita, car on doit faire parler le silence. Les mots ont leur poids de silence.
C'est celui que je me plais à travailler. Si j'ai tenu aujourd'hui à le rappeler, c'est que ce travail de créateur a été récupéré dans des buts nettement moins avouables. Notre paradoxale société de communication connaît un retour en force dans Gérone, à coup de censure, d'interdits, de sensitivity readers, les lecteurs de sensibilité en bon français, de trigger warnings, les traumes-avertissements en mauvais français, de mots bannis, comme le fameux N-word. Plus pernicieuse, l'information tronquée qui sévit sur les réseaux sociaux et dans les médias qui confondent information et opinion. C'est aussi le piège des communautarismes et de tout ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de wokisme. Plus sournois, l'usage abusif du non-dit mis au point par les écrivains ou analysé par les linguistes dans la publicité, la politique ou la programmation neurolinguistique. Nous devons donc nous habituer à un monde où les contrebandiers de la langue se multiplient et où l'usage commun, en s'appauvrissant, laisse une partie de plus en plus grande de la population en proie aux malveillances. La réaction de la société face au piège du langage a souvent été un souci de transparence, c'est le mot à la mode, d'une langue univoque, limpide, sans doute est-ce souhaitable, mais c'est un appauvrissement linguistique et stylistique qui a frappé les écrivains sans atteindre les fraudeurs. Pour reprendre mon image initiale, en se méfiant d'Angérone, on a trop souvent voulu tuer Tacita. Il nous faut dès lors réapprivoiser le non-dit. Je voudrais ici évoquer quelques-uns des moyens à notre disposition pour en exploiter les richesses, mais aussi les pièges qu'il nous réserve lorsqu'il est utilisé à des fins frauduleuses. Toute technique peut être détournée de son but et servir de mauvaises intentions. J'essaierai de le montrer pour chaque catégorie de non-dit par des exemples issus de la littérature et de la publicité. On aurait pu choisir la politique ou les médias. J'ai choisi la publicité. La part de réalité non formulée dans tout texte de création joue en effet sur divers procédés qui tiennent peu ou prou de la figure de style. Toute technique, je les regroupe, tous ces procédés, sous l'expression de non-dit, assez neutre, et je vais les analyser avec mon expérience de romancier que les philologues, je l'espère, compléteront en termes linguistiques. Mes exemples n'épuisent bien entendu pas le sujet, même si je tente de distinguer 8 formes de non-dit, 8 formes que j'étudierai en progressant sur cet axe qui va d'Angérone à Tacita. Tout d'abord, le degré zéro du non-dit, très proche d'Angérone, est selon moi la suspension de la phrase. Rien de plus simple, ce que l'on veut cacher n'est pas exprimé. Des points de suspension, etc., une intonation ascendante invite à poursuivre. Évidemment, si tu ne veux rien dire, le danger, bien entendu, de laisser l'auditeur libre de compléter. Si tu ne veux rien dire, je ne t'en voudrais pas, je ne comprendrai jamais, tu peux aller te faire tout ce que vous voulez. Cette troncation permet de belles réussites lorsqu'elle parvient à faire passer un, voire deux messages sans ambiguïté. Lydie Salvert l'utilise par exemple pour interrompre un dialogue trop convenu, parfois en toute clarté, lorsqu'elle évoque un avenir humain où les femmes seront les égales des, mais parfois l'élément tronqué est d'une douloureuse richesse polysémique. Toujours chez Lydie Salvert, quand un père est arrêté par la garde civile espagnole, tu diras aux enfants que je, à coup de crosse dans le dos, le fais grimper à l'arrière d'un camion. Lorsque le mot omis est repris par la suite, l'effet est encore plus fort. Ainsi, chez Kaltar Archi, et soudain les bouches se scellent, les dos se courbent, l'atmosphère devient pesante et j'ai le cœur qui. Mon cœur se met à battre de plus en plus rapidement. La précision de plus en plus rapidement implique en effet qu'il battait déjà très fort, ce qui complète la phrase précédente. Et l'effet est carrément angoissant lorsque le lecteur ne parvient pas à compléter la phrase. Que craint ainsi un narrateur de Jacques Richard lorsque survient celui qui le faisait, celui qui voulait que quoi?
l'imagination du lecteur qui s'y mise à lourde contribution. Dans la publicité, la phrase tronquée est tout aussi suggestive, mais la lecture en est orientée par le produit à vendre. En parcourant des listes de slogans, j'ai été frappé par le nombre de phrases tronquées dont la partie sous-entendue concerne justement l'utilisation de ce produit. Ils font l'économie de la proposition principale pour ne donner que la subordonnée. CIC parce que le monde bouge. L'Oréal parce que je le vaux bien. Ou en complément, Amora par amour du goût. Une proposition coordonnée, le roi Merlin et vos amphis prennent vie. Ainsi, l'usage s'imprime-t-il en creux dans la mémoire de l'auditeur avec la force de l'évidence. Parce que le monde bouge, je dépose mon argent au CIC. Tronquer une phrase est le b.a.-ba du non-dit. Ce n'est que mon premier procédé. Les mots eux-mêmes, du seul fait qu'ils bornent un champ sémantique, sont aussi chargés d'un silence fécond. C'est ce que je regroupe sous l'étiquette sous-entendu, qui sera mon second paragraphe. En fait, tout mot sous-entend de facto tout ce qu'il ne dit pas. Un superbe exemple nous est fourni par Un cœur simple de Flaubert. Lorsque Théodore, sur un chariot de foin, embrasse pour la première fois Félicité. Je cite, du bras gauche, il lui entoura la taille, ils se ralentirent, les 4 chevaux, entraînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrasse encore une fois. Le « encore une fois » présuppose qu'il l'a déjà embrassé. Mais quand? Pour le savoir, il faut remarquer le « sans commandement », qui sous-entend que les chevaux ne sont plus guidés, et donc il s'est passé quelque chose. L'effet a été très travaillé. Dans le projet et dans le brouillon dont nous disposons, il n'y avait qu'un seul baiser, et non 2, au moment de la séparation. Les chevaux tournaient d'eux-mêmes à gauche, ce qui est moins explicite. Rien ne dit pourquoi ils ont pris cette décision. Sans commandement, du seul fait de sa précision, indique qu'ils auraient dû attendre l'ordre et qu'il s'est passé autre chose. Le non-dit est d'autant plus troublant. Primitivement, il s'agissait d'un baiser sur la joue de réconciliation. Mais c'est aussi mystère. Sans est un mot lourd de silence, car il exclut tout ce que l'on veut suggérer. En dehors de l'effet littéraire, c'est un procédé commercial vicieux, qui jette le discrédit sur les concurrents en focalisant le discours sur une qualité qui semble exclusive. Bien connu est le jambon sans phosphate. Il ne se contente pas d'affirmer son mérite, il sous-entend que les autres marques, s'ils ne le spécifient pas, contiennent du phosphate, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien sûr, il est sans phosphate comme il est sans cyanure, mais ceci serait moins crédible. Le préciser suggère donc qu'il pourrait y avoir des phosphates dans d'autres jambons, et cela permet de cacher d'autres aspects moins glorieux, comme l'excès de sel. Double efficacité, donc, le sous-entendu déconsidère les autres marques et estompe les défauts de la sienne. Du coup, se sont multipliés chez les concurrents les procédés du même type. Vous aurez le choix entre du jambon sans phosphate, sans antibiotiques ou avec un taux réduit de sel. Mais vous chercherez en vain un produit qui présente les 3 qualités. Un cran au-dessus du sous-entendu, mon troisième procédé, je me fie davantage à l'ellipse médiane, qui a l'avantage de donner les tenants et aboutissants de l'information en laissant au lecteur le soin de combler ce manque. Si la suspension, ellipse finale, est une falaise ouvrant sur l'inconnu de l'océan, l'ellipse médiane est semblable aux 2 buts témoins encadrant une vallée et qui permet de restituer le relief initial avec un petit effort d'imagination. Dans Mon amant de Saint-Jean, vous étonniez de ne pas encore m'avoir entendu chanter, Lucienne de Lille chante « Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais ». Entre 2 informations univoques, je savais qu'il mentait et je l'aimais, on reconstitue facilement l'information manquante, je faisais semblant de le croire, et la relation causale, parce que je l'aimais. La publicité peut jouer de cette ellipse à 2 versants. Un exemple extrême nous est fourni par la lingerie Marie-Jo, je ne résiste pas au plaisir de vous la montrer, même si elle est heureusement un peu ancienne, on ne pourrait plus l'oser aujourd'hui. Ici, plus que d'une vallée entre 2 buts témoins, ce sont 2 continents qui sont pris dans une dérive plurimillénaire.
La publicité se contente en effet, avec la photo d'une jeune femme en dessous affriolant, de deux marqueurs conventionnels du conte de fées, il était une fois et encore longtemps et heureux. Entre les deux, 3 lignes de points de suspension. Au lecteur d'imaginer dans cette annonce un déroulement narratif entre l'amorce de situation initiale et la bribe de situation finale. Si le message semble laisser toute liberté au lecteur d'inventer son conte de fées, il sous-entend qu'une telle liberté n'est possible qu'en dessous érotique, ce qui limite sensiblement le champ de l'imagination. D'autres formes de non-dit sont plus sophistiquées, sinon paradoxales, comme la redondance. Dire 2 fois la même chose peut en sous-entendre bien d'autres. Le classique « ni fleur ni couronne » est redondant puisque les couronnes mortuaires sont constituées de fleurs. Il faut donc comprendre que l'on attend ni fleurs, ni couronne, ni bouquet, ni coussin, etc., ni quelque composition florale de quelque nature que ce soit. La littérature use largement de ces séries redondantes qui peuvent, selon le cas, sembler lassantes ou géniales. Louis Lambrix élargit à l'infini le miracle de la naissance par une longue énumération. Ce bébé, par sa présence, vous fait naître aussi, naître mère, père, frère ou sœur, grand-père ou grand-mère, naître encore, naître oncle si vous préférez, cousin si vous voulez, l'énumération est infinie. Mais dans la publicité, le piège de la redondance peut être particulièrement odieux. Je vous garantis qu'un cadeau entièrement gratuit peut vous coûter très cher. Ce non-dit inhérent à la redondance permet, me semble-t-il, de distinguer celle-ci du pléonasme, qui lui aussi dit 2 fois la même chose. Dans le pléonasme, ce qui est sous-entendu est en contradiction avec ce qui est exprimé. Prévoir un séisme à l'avance, comme on l'a entendu dernièrement à la télévision, suppose par exemple qu'on puisse le prévoir en retard, puisque la précision en avance semble nécessaire. C'est pourtant contradictoire. Mais la redondance, ni fleur ni couronne, ne sous-entend que des non-dits compatibles avec ce qui est exprimé, ni fleur ni couronne, ni bouquet, ni coussin. Suspension, sous-entendu ellipse, redondance, ces 4 espèces du non-dit ont en commun de taire l'information principale. Un piège donc assez facile à comprendre, donc à éviter. Un deuxième degré d'efficacité est franchi avec les 4 procédés suivants. L'allusion, d'abord, qui donne l'information sous une forme détournée en évoquant une chose au moyen d'une autre qui y fait penser. Elle a fait le bonheur du théâtre du boulevard. Dans La main qui passe de Feydeau, un jeune homme cherche un appartement à louer et ne chicane pas sur le prix, ce qui inquiète plutôt le propriétaire. Celui-ci cherche à s'assurer de la moralité du jeune homme par des allusions. Je comprends très bien qu'un homme jeune, mon Dieu, on n'est pas de bois. Enfin, au terme du bail, vous devez habiter bourgeoisement. La première phrase est une suspension. Je comprends très bien qu'un homme jeune, les suivantes sont grammaticalement parfaites, mais taisent l'essentiel. Ce sont des allusions à la vie dissipée par des expressions liées à la débauche, on n'est pas de bois, ou à la sagesse, habiter bourgeoisement. Quant à la réponse du client, à double entente elle aussi, elle tient pour sa part du sous-entendu, puisqu'il n'entend pas inviter des femmes du dehors, certainement pas, mais bien l'épouse du propriétaire, donc une femme de l'intérieur. Cet exemple me plaît particulièrement puisqu'il permet de bien distinguer la suspension de l'allusion et du sous-entendu. L'allusion sexuelle est un ressort comique éternel, mais l'allusion donne plus de force à ce qui n'est pas dit, tout en épargnant de longs discours. Ici encore, elle n'est pas réservée au comique. Tout Hiroshima, mon amour, est construit sur une allusion à la bombe atomique qui n'est jamais nommée. Elle, j'ai eu chaud place de la paix, 10 000 degrés sur la place de la paix, je le sais, la température du soleil sur la place de la paix. Lui, tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. Tout le monde a en tête la bombe atomique. La force du film vient de la confusion volontaire entre voir réellement et voir le résultat, le témoignage. La bombe n'est pas évoquée dans le dialogue, mais le champignon atomique ouvre le film. L'allusion se fait donc à ce que le spectateur a vu, mais que le personnage n'a pas vu.
À l'allusion répond d'ailleurs dans le film cet autre non-dit, celui des personnages, qui ne portent pas de nom et dont on n'entend au départ que les voix. Le synopsis précise, on voit en leur lieu et place des corps mutilés. Le non-dit et le non montré atteignent ici des sommets d'éloquence. Un des dessins majeurs du film, dit Marguerite Duras, est en effet d'en finir avec la description de l'horreur par l'horreur, en l'inscrivant dans ses cendres et dans un amour particulier. L'allusion est un procédé largement utilisé en publicité. Ainsi, pour montrer l'attachement d'un client de Renault à sa voiture, un slogan qui me faisait beaucoup rire, Jacques L. aimerait bien que son fils cesse de lui emprunter sa voiture. Doit-il changer de fils? L'allusion fonctionne ici à un double niveau. L'expression courante nous renvoie au non-dit « changer de voiture ». Du seul fait que la proposition n'est pas envisagée, suscite un second message qui peut se résumer à un syllogisme. Changer de fils serait la meilleure façon de ne plus se faire emprunter la voiture. Changer de voiture serait pire. Or, changer de fils est impossible. Changer de voiture est donc impossible. L'allusion est déjà plus sophistiquée que les formes précédentes de non-dit, trop proches d'Angérone. Mais elle ne s'en éloigne qu'à moitié. Une sixième espèce de non-dit nous rapproche de Tacita et me semble plus efficace. En utilisant les ressources de la langue, et non pas seulement de la culture ou de la logique commune, on peut engendrer dans l'esprit du lecteur une information qu'on ne donne pas. Telle est l'implication. Dans le Candide de Voltaire, toutes les bonnes volontés sont mises à contribution pour cultiver ensemble son jardin. Chacun se mit à exercer ses talents. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. S'il devient honnête homme, c'est donc qu'il ne l'était pas. Le même établit une gradation, donc les menuisiers ne sont pas nécessairement d'honnêtes gens. Il n'y eut pas jusqu'à introduire un étonnement. Donc frère Giroflée, en tant que moine, était inutile. On s'étonne qu'il rende service. Une critique sociale sous-jacente se développe donc à plusieurs niveaux sous le masque de l'ironie. L'implication utilise le sens des mots pour faire comprendre autre chose que ce qui est dit, mais nous impose de rester dans la logique de la phrase, à la différence de l'allusion ou du sous-entendu. Elle peut dissimuler les défauts d'un service en présentant les vertus de sa suppression. Ceux qui sont venus de temps en temps à Paris auront des souvenirs qui se réveillent. Lorsque Thalys annule un train pour renouer avec un service fiable et qualitatif, cela veut bien dire que la fréquence des trains empêche la fiabilité et la qualité des services apportés. Nous pénétrons ici dans le domaine de l'implicite, qui enferme le lecteur dans le carcan de la formulation même de l'énoncé. Sa palette est subtile et étonnamment variée. Il peut en effet porter sur l'énoncé, sur ce qu'on dit, ou sur l'énonciation, sur le fait même de prendre la parole. Ce qu'il révèle est alors infiniment plus tragique. Anna Nonne, dans le roman d'Augustin Gomez-Arcos, a vécu 30 ans de silence après la mort de son mari et de ses fils. Je cite, « Bien sûr, elle disait bonjour et au revoir, que c'est gentil à vous et merci bien, mais ça, ce n'est pas parler, c'est aggraver le silence. » Prendre la parole, c'est implicitement avoir quelque chose à dire. Ne rien dire d'important devient une forme tonitruante du silence. Un personnage d'un roman de cette année d'Alex Lorette le pointe également. Ma mère parlait peu, elle parlait pour ne rien dire, jamais de choses essentielles. Elle parvenait à éviter certains sujets avec un tel naturel qu'il semblait ne pas mériter qu'on y consacre la moindre attention. Si les paroles s'envolent, ce qui n'est pas nommé n'est pas voué à disparaître. Les non-dits poussent avec l'énergie du désespoir dans l'absolue nécessité d'un être au jour. Je cite à nouveau, « Le silence de ma mère a accouché de ce que je suis ». Le passage qui ouvre le roman cerne bien ce que j'appelle l'implicite de l'énonciation. Un exemple parlant de ce procédé nous est donné dans la chanson « Je ne sais pas » de Jacques Brel, évoquant une série de détails installant une atmosphère de morosité,
Il conclut chaque couplet par le refrain « Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore ». Qu'un couple affirme son amour en échangeant des « je t'aime », quoi de plus normal? Ajouter « encore » présuppose la continuité de cet amour, rien de plus normal. Mais le seul fait de devoir préciser n'est pas anodin. Il signifie en même temps « toi, tu ne m'aimes plus ». Rien dans la phrase ne permet grammaticalement de le présupposer, le seul fait de l'énonciation suffit. Et comme tout le monde dit, l'implicite de l'énonciation contient un piège, celui d'être mal interprété. J'avoue à ma grande honte que, tout frais et moulu de philologie romane, avec une amie également romaniste, nous sommes tombés dans le panneau d'un non-dit mal analysé. Au moment de prendre de l'essence, mon ami remarque sur le robinet de la pompe un autocollant. « Avez-vous pensé à vérifier votre niveau d'huile » Que faisait-il là? Dans un contexte publicitaire, bien sûr, il nous invitait à acheter un autre service. Mais après mûre réflexion et échange d'arguments, nos deux romanistes en vadrouille ont conclu qu'il n'avait de sens que sur un distributeur d'huile. Et nous avons mis de l'essence dans le réservoir à huile. Depuis, je me méfie du non-dit. Lorsque l'implicite prend appui sur les mots mêmes du discours, nous trouvons toutes les richesses du présupposé, sans doute une des armes les plus efficaces de la littérature et les plus redoutables du trompeur. L'information vient de l'énoncé même de la proposition et est tenue pour acquise, quoiqu'elle n'ait pas été formulée. Le plus souvent, elle tient à un mot qui renvoie à une réalité supposée connue de tout le monde. Autre, aussi, encore, même, etc. Ma table est rouge donne une information. Ma table aussi est rouge en présuppose une autre. Tous mes meubles sont rouges. Ma table aussi est devenue rouge en présuppose une troisième. Il y a une transformation qui s'effectue. La force du présupposé tient au fait que le raisonnement s'effectue dans la tête de l'interlocuteur. En littérature, c'est un des procédés les plus efficaces. Je cite, « Sarah ne prend plus la pilule, elle me l'a confiée ce matin, j'étais si heureux que je suis venu vous apprendre la nouvelle. » S'il ne prend plus la pilule, c'est qu'elle la prenait auparavant. L'information est présupposée dans la formulation. « J'étais si heureux » suppose qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Nous sommes ici dans l'implicite de l'énoncé. En fait, dans ce roman de Marie-Bernadette Dupuis, Sarah craint une grossesse à risque, mais se décide lorsqu'un gynécologue la rassure. L'information contenue dans le présupposé dépend donc d'une autre qui n'était pas connue ni acquise et force à accepter la première si on accepte la seconde. C'est ce qui le rend dangereux lorsqu'il vise à tromper l'interlocuteur. Donner une information contenant un présupposé conduit de fait à transformer en évidence une hypothèse passée sous silence. Si par exemple la question du racisme systémique dans la police se pose aussi à Londres, comme le résume un journal parlé engagé, il faut bien admettre qu'elle s'est d'abord posée à Paris. Le présupposé peut alors conduire à une impasse. C'est une technique de marketing bien rodée qui consiste à donner le choix entre deux solutions qui conviennent également aux vendeurs. Vous vous payez en chèque ou en espèces? Présuppose que la décision d'achat a déjà été prise. Les manuels de drague que j'ai longuement fréquentés pour un autre livre regorgent de formulations similaires. On se revoit lundi ou la semaine prochaine? On va chez toi ou chez moi? Phrase authentique. L'alternative présuppose qu'il est convenu d'aller quelque part. Pour en sortir, il faut refuser le discours et revenir à l'étape omise. Nous n'allons nulle part. Pour cela, il faut un minimum de volonté, sinon d'agressivité, et jusqu'à ce que le procédé soit décidément trop éventé, beaucoup de jeunes filles n'ont pas eu cette audace, par peur de peiner quelqu'un qui s'était montré prévenant ou craignant d'avoir laissé par inexpérience présager un accord. La technique a été développée par la programmation neurolinguistique, née aux États-Unis pour générer de nouveaux comportements sans que le patient ait conscience de la manipulation. Des modèles linguistiques, en l'occurrence le présupposé, lui donnent l'impression de décider lui-même.
Si le but thérapeutique, par exemple, arrêter de fumer, pouvait excuser une technique vraiment intrusive, l'utilisation qui a été faite par les écoles du speed seduction est beaucoup plus révoltante. Ceux qui se nomment les pick-up artists, les artistes de la drague, sont de jeunes gens sans scrupules, habiles à extirper en consentement du silence. Nous sommes ici dans la manipulation pure. Il arrive aussi que l'on viole Tacita. Le temps me manque malheureusement pour évoquer les 1000 formes possibles du présupposé qui témoignent autant de la richesse de l'art littéraire que de la perversité des manipulateurs et que les philologues mieux que moi pourront analyser. La nuance entre propositions explicatives et propositions relatives, très efficace, la précision restrictive, la correction maladroite. Je développerai cette partie dans la version écrite de ma communication. Mon but n'est pas de dresser un inventaire exhaustif des procédés qui permettent de faire parler le silence et qui font l'infinie richesse de la littérature, mais d'attirer l'attention sur leurs abus. Il n'est pas anodin qu'un séducteur enferme sa proie dans une alternative sans issue, qu'un industriel masque les antibiotiques de son jambon derrière une mention sans phosphate, qu'une traduction du Coran demande aux femmes de couvrir leur sein d'un voile, mais une autre de rabattre leur voile sur la poitrine, sous-entendant qu'elles le portent bien sur la tête. Qu'un politicien remette en cause le républicanisme d'un président en soulignant qu'il reçoit un chef d'État étranger, lui-même monarque, entendu à l'occasion de la venue de Charles III en France. L'arsenal de Tacita est finalement une boîte de Pandore où chacun apprend à faire parler le silence à son avantage. Publicitaire, politicien, sectaire ou simplement malhonnête. Seule une parfaite maîtrise du langage nous permet d'en éviter les pièges. J'aime à penser que cette éducation par l'exemple est la plus belle mission d'une académie. Il me reste donc à montrer l'exemple du silence, avec ce dernier présupposé emprunté à Jules Renard lorsqu'il cherche à prendre le son des arbres. Je sais déjà regarder les nuages qui passent, je sais aussi rester en place, et je sais presque me taire. Presque, c'est qu'il y a encore tant de choses à dire. Je vous remercie.